Pendant longtemps, Coca a cru qu'il pouvait éliminer Pepsi. Je crois qu'ils ont fini par accepter que Pepsi soit leur concurrent, sera toujours leur concurrent. Avec Pepsi, c'était vraiment la guerre. Il n'y a aucun doute sur le fait que chaque jour, vous alliez à la guerre contre Pepsi. Je ne pense pas que Coca ou Pepsi veuillent arrêter la compétition. Je crois que la guerre des colas est bonne pour chacun d'entre eux et le reconnaissent dans une certaine mesure. Mais il y a une forme d'excitation. On a toujours besoin d'un ennemi. C'était le plus joyeux champ de bataille de toute l'histoire du genre humain. C'est une histoire fascinante. Approche. Tu sais c'est quoi ça? Tu sais lire? Ben regarde ça. Page 329. Dans le dictionnaire. À cette heure, trouve donc Pepsi Cola. Coca et Pepsi. Deux titans qui ont transformé le monde en champ de bataille. Pepsi, l'éternel challenger, devenu un géant de l'agroalimentaire à coup d'acquisition et de diversification. En face, le leader Coca et son soda mythique, consommé 1 milliard de fois par jour. Deux géants qui pèsent chacun plus de 20 milliards d'euros, plus de 100 000 salariés. Ils inondent le monde entier de leur publicité, mais ne parlent jamais de leur conflit centenaire. Fax, email, appels téléphoniques répétés, quand ce n'est pas pour vanter leur mérite, Coca et Pepsi ne communiquent pas. Il faut faire sans eux pour raconter la guerre des colas. Une guerre qui connaît ses premières escarmouches dans ces drôles de pharmacies américaines où l'on vient aussi se désaltérer. Cet endroit est typique de ces fontaines à soda qui étaient très populaires de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50-60. Ici, c'est un établissement à part, car on y sert encore le Coca-Cola à l'ancienne. Alors vous mettez le concentré de coca maintenant. C'est ça, j'y ajoute de l'eau gazeuse. S'il vous plaît, vous pourriez ajouter une goutte de sirop de cerise? Ah, un coca cerise. Oui, c'est un autre truc à l'ancienne. Bon, dites-moi si je me trompe. À l'époque de votre père, peut-être même avez-vous connu ça? Les gens demandaient bien un verre de dope. Un verre de dope, oui. C'était comme ça que les gens demandaient. L'idée, je crois, c'est qu'il y avait un peu de drogue dedans, mais c'était juste des rumeurs. On ne l'a jamais vraiment su. Eh bien si, il y en avait. Mais en 1903, ils ont enlevé la cocaïne. Il y avait un peu de cocaïne dans le Coca-Cola. C'est drôle. Toute cette réputation de péché autour du coca a duré vraiment pendant longtemps. Et c'est pour ça que les gens demandaient parfois un dope citron vert ou un dope ammoniac. La guerre du cola naît sur les décombres de la guerre de sécession. Atlanta, la capitale du Sud, n'échappe pas à la mue américaine qui fait d'une terre de fermiers une société urbaine et industrielle. Le Sud, ou le terreau d'une guerre de 100 ans dont les rôles sont distribués dès l'origine. D'un côté, l'invention du docteur John Pemberton en 1886. Une formule secrète qui ne s'appelle pas encore Coca-Cola. Dans la posture de l'outsider, Pepsi Cola, fondé 12 ans plus tard en Caroline du Nord par un autre pharmacien, Caleb Bradham. Coca et Pepsi, faux jumeaux sudistes et fruits de leur époque, quand la mode est aux élixirs revigorants, servis dans les fontaines à soda qui garnissent les drugstores. Le Coca-Cola a des débuts difficiles, mais sa notoriété dépasse vite les seuls clients de la pharmacie Jacob, première enseigne à distribuer la boisson cocaïnée. Pemberton avait de bonnes raisons de s'intéresser à la feuille de coca et la cocaïne, puisque lui-même était accro à la morphine. Il avait combattu pendant la guerre de sécession et avait été blessé. Parce qu'il était médecin, il avait accès facilement à tout un tas de drogues. Et comme beaucoup de gens à l'époque, il était drogué à la morphine. Il pensait qu'il pourrait peut-être se désintoxiquer en prenant de la cocaïne. Selon lui, la cocaïne ne créait pas de dépendance. Il trouvait que c'était une drogue merveilleuse, fabuleuse.
Pemberton meurt 2 ans après son coup de génie, sans se douter de la formidable postérité de sa formule, désormais baptisée 7X. Alors que Pepsi peine à décoller, Coca devient très vite la boisson rafraîchissante à la mode. Il conforte son avance sur ses imitateurs en utilisant massivement la publicité. Plus de 20% des revenus de l'entreprise lui sont déjà consacrés. Pionnière de la publicité moderne, la firme d'Atlanta marque un autre point décisif en acceptant de mettre son précieux concentré en bouteille. Un réseau de franchisés indépendants innerve le territoire américain et fait la fortune de Coca-Cola, désormais disponible partout et à moindre prix. C'est le jackpot pour Coca, symbole d'un Sud ressuscité, et les banlieues ombragées d'Atlanta se couvrent des luxueuses demeures bâties par les actionnaires et dirigeants de la compagnie. L'entreprise passe en 1923 sous la coupe d'un patron exceptionnel, que les employés surnommeront avec déférence le boss pendant plus de 60 ans. Robert W. Woodruff, l'homme qui va faire de Coca-Cola plus qu'une boisson, le symbole de l'Amérique et la marque la plus célèbre de l'histoire économique. Mais Woodruff n'aurait sans doute jamais réussi son œuvre sans l'émulation que lui apporte un concurrent acharné. Un formidable compétiteur devenu au fil des ans le challenger de Coca. Et par là une sorte d'alternative culturelle avec son histoire, ses icônes et ses fans. De ceux qu'on ne trouve qu'aux États-Unis. Comme Bob Stoddard, l'un des chantres de l'épopée Pepsi, collectionneur compulsif et historien officieux de la marque de Caroline du Nord. Ma théorie sur les sodas, bon, c'est ma théorie personnelle, c'est que les gens aiment associer les sodas avec les bonnes choses de la vie, les joyeux moments de l'existence. Quand j'étais au lycée, on allait au match de foot, on buvait notre Pepsi, on prenait du bon temps. Eh bien, ces sensations, ça vous reste toute la vie. Thanks, darling. It's cold. Woo! What can I get you? Blueberry pie and Pepsi. Got it. Yes. Thanks. Good song. Great song. Working late on the holidays. Yeah. It's hard on the kids. Yeah. Comme dans cette publicité des années 1990, pour exister face aux leaders du marché, Pepsi s'est toujours ouvertement comparé à Coca-Cola, pour mieux s'en démarquer. Dès le début du siècle, face au Coca caféiné, Pepsi affirme déjà sa différence. Une chose intéressante à propos de Pepsi, c'est qu'en 1906, on a introduit la loi sur les aliments sains. Ça visait essentiellement à interdire les narcotiques dans les boissons non alcoolisées. Et Pepsi n'a pas eu besoin de changer sa formule. On appelait le Pepsi la boisson pure. Pour Caleb Bradham, son soda était si sain que même les enfants pouvaient en boire. Et ils ont fait de la publicité avec un enfant buvant du Pepsi. Malgré la qualité reconnue de son cola, Pepsi vivote et ne peut rien face au rouleau compresseur d'Atlanta. Les années 20 sont celles du 18e amendement qui interdit la fabrication et la vente d'alcool aux États-Unis. Pendant que l'empire du crime s'élève sur les vapeurs de la prohibition, un autre royaume se constitue, celui de Coca-Cola, porté par le dynamique marché des boissons non alcoolisées. Les années folles sont difficiles pour Pepsi qui frôle la disparition, essuie 2 banqueroutes et s'offre même 3 fois au rachat par Coca, qui décline à chaque fois la proposition. Une décision que Robert Woodruff regrettera peut-être quant à l'orée des années 30,
un coup de génie va sortir le moribond Pepsi de l'ornière. Le grand événement qui a vraiment fait décoller Pepsi est intervenu au début des années 30, quand ils ont lancé la grande bouteille de 40 centilitres pour 5 cents. À cette époque, tous les concurrents vendaient leur soda en bouteille de 20 centilitres pour 5 cents. Donc Pepsi, qui voulait faire quelque chose de spécial pour ses clients, offrait 2 fois plus pour la même somme. Coca-Cola avait une si haute opinion de lui-même, ils étaient si sûrs d'eux qu'ils dirent « On s'en fiche de Pepsi et de leur stupide boisson. On va continuer à vendre notre soda dans nos petites bouteilles contre 5 cents. » Et puis les pauvres se mirent à acheter du Pepsi. L'image était assez bas de gamme, mais ça a commencé à se vendre assez bien pendant la dépression. Et finalement, Coca a réalisé qu'ils avaient trouvé un redoutable concurrent. Avec la dépression des années 30, Pepsi cesse d'être un cola parmi les autres. Il casse les prix mais revêt du coup un costume qui va longtemps lui coller à la peau, celui de parent pauvre du soda. Pepsi ou la boisson des pauvres blancs et des noirs. Cauchemar social pour l'Amérique mais vrai décollage pour la marque qui devient aux yeux de Coca le seul et unique ennemi. Un ennemi qui fait encore pâle figure avec moins de 10% de part de marché quand celles du numéro 1 sont 5 fois plus importantes. Les années 30 sont glorieuses pour Coca qui continue d'inventer le marketing moderne. Loin des images de misère, de la dépression, Coca met en scène une Amérique bien portante. Sublimée par le talent de Haddon Sundblom ou de Norman Rockwell, la firme ne veut plus seulement être un produit, mais une façon de vivre. L'essence est le symbole d'une Amérique éternelle, rurale, familiale, blanche et innocente. Autre coup de génie de la firme d'Atlanta, elle réinvente le Père Noël, à jamais rondouillard, débonnaire et vêtu de rouge et blanc. Tout semble sourire à Coca, et ce n'est pas le fracas de la Seconde Guerre mondiale qui va interrompre cet âge d'or. Bien au contraire. Dès que les Japonais bombardèrent Pearl Harbor, Robert Woodruff annonça « Nous voulons nous assurer que nos soldats puissent boire un Coca-Cola où qu'ils soient. » Bon, c'était sûrement un authentique geste patriotique, mais Woodruff était un homme très intelligent. Et ce qu'il a fait, c'est d'obtenir que Coca soit exempt de rationnement en sucre pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Croyez-le ou non, c'était considéré comme essentiel au moral des troupes. C'est devenu cet incroyable symbole de l'Amérique et de tout ce pourquoi elle se battait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et des gens ont même affirmé très sérieusement qu'ils se battaient pour avoir le droit de boire un Coca et de manger un hamburger quand il rentrerait à la maison. Woodruff aussi envoie ses boys sur le front. Il les appelle observateurs techniques. Les soldats Coca accompliront leur devoir avec un brio inespéré. Payés par l'effort de guerre américain, plus de 60 usines d'embouteillage s'érigent dans le monde entier. Les GI libèrent le monde d'une bouteille de coke aux lèvres, sans se douter que de l'autre côté des lignes, les usines Coca n'ont jamais cessé de fonctionner. Avant l'entrée en guerre des États-Unis, priorité aux affaires. Et le label Coca, comme tant d'autres entreprises, s'accommode du régime nazi, comme ici à la convention annuelle de la franchise allemande en 1938. Max Keitt, l'architecte du succès en Allemagne, est un parfait soldat de Coca-Cola. Son seul combat, presque une religion. Des Jeux Olympiques de Berlin aux marches des jeunesses hitlériennes, les camions Coca sont partout. Quand la situation se dégrade, Coca Allemagne se recycle pour mieux préserver les intérêts de la marque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne pouvait plus se fournir en concentré de Coca, et ce depuis Pearl Harbor. Keitt ne savait que faire. Alors il inventa une nouvelle boisson qu'il fit avec les restes des restes, selon son expression. Il récupéra les restes des pommes, après qu'elles aient servi à faire du cidre, tout ce qu'il pouvait trouver. Et il a fait un soda aux fruits qu'il appela Fanta, pour Fantastiche, ou je ne sais quoi. Fanta, la boisson au goût d'orange qui, 60 ans après, figure toujours en bonne place dans les rayons de nos supermarchés. L'inventivité et la persévérance de Keitt payent dès la fin de la guerre. La production de Coca est relancée dans l'Allemagne vaincue. La firme d'Atlanta a gagné sur tous les fronts. Coca est hégémonique en Europe.
La compagnie s'était un peu exportée avant 39-45, mais elle a littéralement explosé entre la fin des années 40 et les années 50. Et c'est devenu, dans les années qui suivirent, le produit le plus distribué au monde. Le conflit mondial s'achève et la guerre des colas à peine esquissée semble déjà terminée. Pepsi reste confiné dans le rôle du challenger. La suprématie de Coca-Cola paraît irréversible. La boisson fait figure d'icône et enrichit des dynasties d'embouteilleurs comme celle des Schmidt dans le Kentucky. Des pionniers qui portent haut le drapeau rouge et blanc depuis 1901. Ian et Bill Schmidt ont créé un musée avec sans doute la plus belle collection mondiale d'objets Coca. Un must de la culture populaire américaine. Les gens en Amérique ont grandi avec Coca-Cola. Et mon Dieu, en tant qu'embouteilleur, c'est vraiment quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers. Et bien sûr, nous avons travaillé beaucoup pour voir le plus de gens possible grandir avec nos produits. Et nos gens, les gens qui travaillaient avec nous, étaient très fiers. Un banquier m'a dit un jour que si un de nos employés venait demander un prêt, vêtu de l'uniforme Coca, eh bien il disait « Ok, je sais que tout ira bien, car vous êtes quelqu'un de bien. » Je vous promets, c'est vrai. Par ailleurs, ça a toujours été associé aux bons moments de la vie, la famille, une vie confortable. Une vie décente aussi. Je pense qu'une des raisons qui pousse les gens à visiter notre musée, c'est qu'ils ont des souvenirs heureux avec Coca-Cola. Je me rappelle avoir vu certaines de ces machines pendant mon enfance. On ne les voit plus. Vous croyez qu'elles seront toujours là, mais non, ça va, ça vient. Quand on avait 25 cents, on allait en ville et on pouvait acheter un Coke pour 5 cents et une sucrerie pour 5 cents. Bon, ça c'était il y a très très longtemps. Ça vous rend nostalgique. Elle, c'est une collectionneuse d'objets Coca. Moi, j'ai toujours un carton de 6 bouteilles de 20 centilitres que je n'ai jamais ouvertes. Et je les adore. Mon truc favori, c'était d'acheter un Coca dans une machine comme celle-là, là-bas. C'était le meilleur des plaisirs. Un Coca et des chips. On a grandi avec ça, en quelque sorte. Ça fait partie de nous. Un héritage dont se réclame aussi Mark Pendergast, qui grandit à Atlanta. Enfant, il boit le Coca en cachette de sa mère, peu indulgente pour les vertus nutritives du soda. Un traumatisme qui l'a peut-être poussé à devenir le biographe de Coca-Cola. J'ai grandi sur West Paces Ferry Road à partir de l'âge de 5 ans. Mes parents avaient acheté leur maison. Ils y vivent toujours d'ailleurs, et j'adore y revenir de temps en temps. West Paces Ferry est très populaire parmi les gens fortunés, dont beaucoup travaillent pour Coca-Cola. Ou ont investi dans Coca-Cola. L'argent de Coca a vraiment peuplé West Paces Ferry. Et c'est devenu, je crois à partir des années 50, l'allée Coca-Cola. C'était le surnom de la rue. Mark naît dans l'Amérique des années 50, morale et conservatrice, incarnée par le président Eisenhower. Woodruff a ses entrées à la Maison-Blanche. Et Eisenhower n'hésite jamais à se transformer en ambassadeur de Coca-Cola. Mais Pepsi, toujours loin derrière, ne renonce pas. Surtout que ses parts de marché grimpent pendant cette prospère décennie. L'éternel numéro 2 est affûté pour la bagarre, qui va prendre une autre dimension. Pendant les années 50, un ancien cadre de chez Coca, du nom de Hal Steele, a pris la direction de Pepsi. Il avait en quelque sorte trahi Coca. Et il dit à ses employés, « Écoutez, nous devons enlever le Pepsi de la cuisine et l'apporter au salon. » En fait, il voulait dire que littéralement beaucoup de gens achetaient du Pepsi parce que c'était moins cher. Le transvasaient dans des bouteilles de Coca dans leur cuisine, puis allaient au salon le servir à leurs invités, en espérant que ceux-ci ne verraient aucune différence de goût,
car le Pepsi avait vraiment une mauvaise image. Dans les années 50, le président Al Steel se maria avec Joan Crawford, l'une des plus importantes actrices de l'époque. Elle devint un porte-parole pour Pepsi. Elle voyageait avec Steel dans le monde entier pour faire la promotion de Pepsi-Cola. C'était une femme au style très aristocratique. Elle donna à la compagnie une apparence de plus grande élégance. Quand vint l'âge de la télévision, Pepsi dépensa beaucoup d'argent pour réaliser des publicités sur Pepsi, la boisson des classes supérieures. John Bergin appartient à la légende de la publicité américaine. En 40 ans de carrière, il a accroché à son tableau de chasse d'abord Pepsi-Cola, qu'il délaisse dans les années 70 pour travailler avec Coca-Cola. C'est sans doute la pire publicité jamais faite pour un soda dans l'histoire du genre humain. C'est guindé, c'est la mauvaise cible, on n'y voit aucune personne jeune, tous ces vieux, ces gens aux cheveux gris, qui boivent tous du Pepsi dans un restaurant très chic. Je crois qu'avant tout, Coca-Cola était très en avance sur Pepsi, dans tous les domaines et partout dans le monde. Et Pepsi a dû travailler très dur pour revenir dans ce combat. Cette bataille, cette guerre des colas. Avec l'agence BBDO, ce que nous devions faire, c'était changer ce truc guindé sans queue ni tête, avec ces gens vieux. Il fallait viser les jeunes et les gens qui consomment du Pepsi. Pepsi a vraiment fait quelque chose de brillant dans les années 60. Ils sont venus avec une nouvelle campagne destinée à la génération du baby-boom, les gens nés dans les années 40 et au début des années 50. Pour attirer les jeunes, ils ont proclamé « Pepsi est la boisson de la génération Pepsi ». Éclatez-vous, vous êtes la génération Pepsi. C'était des pubs brillantes qui ont séduit les jeunes et Coca a vraiment été lent à répondre à ce défi. « 20 ans après la Seconde Guerre mondiale qui consacre le triomphe de Coca, Pepsi réplique en 1963 en s'affichant derrière la génération qui ne veut plus entendre parler de la guerre. La bataille des marques bat son plein. Un coup gagnant de John Bergin et une stratégie fructueuse pour l'outsider qui, pendant 20 ans, va grignoter des parts de marché sur le numéro 1. Toute l'idée de génération Pepsi, de toutes ces campagnes qui vont s'échelonner sur 6-8 ans, elles disent toutes que si vous aimez les gens qui sont dans ces publicités, si vous sentez qu'ils sont comme vous, alors vous êtes destiné à devenir un buveur de Pepsi. C'est l'idée de vendre les consommateurs plutôt que de vendre le soda lui-même. Pendant que Pepsi faisait la génération Pepsi, Coca avait un spot qui disait « Les choses vont mieux grâce à Coca-Cola ». Et bon, ça marchait pas mal, puisque tout était supposé mieux aller avec Coca. Mais à cette époque, en Amérique, rien ne semblait aller mieux.
Martin Luther King était assassiné. Le président Kennedy était assassiné. Robert Kennedy était assassiné. À partir de 1968, la guerre du Vietnam commençait à avoir un terrible impact sur la société américaine. Elle divisait la société et Coca-Cola ne savait pas comment répondre à tout ça. Pepsi rend coup sur coup et s'immisce partout où Coca laisse une place vacante. C'est vrai aux États-Unis, c'est aussi vrai sur les marchés étrangers. En 1959, au cœur de la guerre froide, Pepsi abat un atout étonnant. Il y a eu à Moscou une exposition de produits russes et américains et Coca-Cola refusa d'y participer. Le vice-président Richard Nixon était un ami de Don Kendall, qui était le dirigeant de Pepsi. Et Don lui dit « Dick, j'ai un problème. Il faut que je réussisse à mettre un Pepsi entre les mains de Khrouchtchev. » Et c'est comme ça que Khrouchtchev fit de la publicité pour Pepsi. Et plus tard, dans les années 70, quand Nixon devint président, il aida Pepsi à signer un contrat qui lui donnait l'exclusivité pendant 20 ans en Union soviétique. C'était un sacré coup réussi par Pepsi et Coca-Cola était furieux. Pepsi s'engouffre dans les brèches, marque des points. Mais malgré ses efforts, il doit souvent reculer devant les assauts des bataillons Coca. Sur les collines de San Francisco vit un général en retraite de l'armée rouge et blanche. Ian Wilson est l'un de ceux qui ont bâti cet empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Voici une bouteille fascinante. C'est la première produite en Chine après la réintroduction de Coca, qui était absent depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle est gravée ici avec les dates et les détails de l'ouverture de l'usine. Elle consacre la fin de 4 années de négociations approfondies. C'est une part très précieuse de ma vie. C'était terriblement excitant puisque nous étions la première compagnie américaine qui négociait pour revenir en Chine. Présent dans l'Empire du Milieu avant l'arrivée de Mao au pouvoir, le grand limonadier Coca revient en 1976 sur les cendres du grand timonier juste décédé. L'enjeu laisse rêveur, plus d'1 milliard de Chinois. Mais pas question pour Pepsi de se laisser damer le pion sur le marché le plus prometteur de l'histoire. Il veut sa part du gâteau. J'ai reçu un message du négociateur chinois, M. Sun, comme quoi Pepsi avait un bon contact à Canton, dans le sud de la Chine, et ils étaient sur le point d'avoir les droits pour cette partie de la Chine, à moins que l'on ne se décide avant une semaine. Je connaissais bien l'ambassadeur chinois. Je lui ai expédié mon passeport le samedi et j'ai obtenu mon visa le dimanche. Le soir même, je partais pour Hong Kong. Là, nous avons négocié pendant 4 jours et le vendredi soir, nous signions un accord à l'aéroport qui gardait Pepsi à l'écart de Canton pendant 3 années supplémentaires. Ils avaient des espions les uns chez les autres. Ils essayaient de savoir ce que faisait l'autre. Ils étaient vraiment agressifs dans cette compétition. Une guerre totale où tous les coups sont permis, comme au Brésil, le 3e marché mondial derrière les États-Unis et le Mexique. Le ministère de la Justice enquête depuis décembre 2000 sur Coca-Cola, soupçonné d'espionnage commercial à l'égard de Pepsi. Au centre de cette affaire qui fait grand bruit, César Azambuja, un ancien cadre de Coca. En procès avec Greco Pharma Amazonas, le nom officiel de Coca-Cola Brésil, il livre sa version d'une part d'ombre de la guerre entre les deux géants. Le Brésil est l'Eldorado du marché des boissons rafraîchissantes et des bières, grâce à son climat, comme vous pouvez le constater.
Ici, on vend beaucoup de Coca, beaucoup de Pepsi, beaucoup de bière. Et tous ces gens, les consommateurs, eh bien, ils ne savent rien de tout ce qui se passe dans les coulisses de ce marché. Pour César Azambuja, tout commence il y a 15 ans. Et selon lui, c'est Pepsi qui lance la première salve. Azambuja coordonne alors une partie de la distribution de Coca-Cola au Brésil et il est contacté par un cadre de Pepsi. Dans cet endroit, à l'intérieur de ce restaurant, est arrivé un événement en 1987. J'ai vendu de fausses informations à Pepsi Cola. J'ai d'abord été contacté par un cadre de Pepsi pour vendre des informations. J'ai tout de suite communiqué ce fait à la direction de Coca-Cola, qui m'a demandé de maintenir le contact avec ce cadre. J'étais un cadre de carrière, un cadre maison, et cette chose m'a été vendue d'une manière telle, comme si j'étais un héros, comme si je faisais partie d'une armée, et que cela faisait partie d'une stratégie de guerre. Contre quelques milliers de dollars, Azambuja confie à l'émissaire de Pepsi des renseignements fallacieux sur les projets de Coca. De quoi brouiller la stratégie offensive de Pepsi qui veut se développer au Brésil. Tous les éléments d'un film policier sont réunis. Azambuja affirme que la scène est même filmée et mise sur écoute par les individus engagés par Coca. L'idée, comme on dit au Brésil, selon le président de Coca-Cola Brésil à l'époque, selon les termes qu'il employait avec moi, c'est que nous avions une opportunité de tenir Pepsi par la queue. Et de fait, ça a marché. Mais ça n'entraînait aucun procès. Parce qu'à l'époque, d'après ce que m'a dit le président de Coca, il y a eu une intervention du consulat américain dans cette affaire pour que ce genre de choses n'apparaissent pas. Parce que ce ne serait pas bon que deux entreprises américaines installées dans le pays soient impliquées dans ce type de négociation. Azambuja affirme avoir reçu des menaces de mort après cette première affaire, ce qui aurait conduit Coca à lui offrir une protection rapprochée, puis à le muter à Sao Paulo en 1994. Sao Paulo, la capitale économique du Brésil, est la pépite du marché des soft drinks. C'est là que la guerre des colas prend une autre ampleur dans les années 90. Coca domine alors outrageusement le marché brésilien avec plus de 50% de part de marché, quand Pepsi frôle à peine les 7%. En 1994, Pepsi et son embouteilleur Baessa décident d'investir massivement pour relancer la marque. Et ça marche. Les ventes augmentent de 60%. César Azambuja dirige alors les opérations marketing de Coca, quelques années avant de démissionner pour raisons personnelles. J'ai poursuivi Coca parce que j'ai compris qu'après ma démission, j'ai eu des problèmes dans la poursuite de ma carrière. En fonction de choses que j'ai été obligé de faire à l'époque où je travaillais pour Coca. Ces choses dont parle Azambuja seraient la transcription de bandes audio enregistrées par un homme à la solde de Coca lors de réunions stratégiques entre les principaux dirigeants de Pepsi. Sans doute identiques à celles moquées dans cette publicité de 1995, célébrant l'offensive du Challenger. Ces précieuses cassettes auraient permis à Coca, selon Azambuja, de devancer les mouvements de son ennemi. L'enjeu est énorme. 190 millions d'habitants, 4 milliards de litres vendus par an, 1, 2 ou 3 points de part de marché en moins, et ce sont plusieurs millions d'euros qui s'envolent. L'obsession était telle. Quand Pepsi a commencé à prospecter le marché, nous avons échafaudé une série de plans, qui au début s'appelaient plans anti-Pepsi, plans anti-Baeza. Leurs noms veulent tout dire anti-Baeza, contre eux. C'était un plan préventif. La stratégie, sans doute la plus importante, était de bloquer l'entrée de Pepsi dans les grands réseaux de supermarchés, de telle manière qu'ils ne vendent pas de Pepsi. Dans le cas de Sao Paulo, les supermarchés représentent 40% du volume de vente des sodas. Ça a été une catastrophe pour eux. Selon la déposition d'Azambuja au ministère de la Justice,
Coca aurait négocié des accords d'exclusivité illégaux avec des grands réseaux de supermarchés. Des manœuvres qui font mouche, et Baessa, le bras armé de Pepsi, fait faillite en quelques mois. Imagine-toi une entreprise qui arrive dans le pays et qui investit près d'un demi-milliard de dollars, construit des usines, qui donne du travail, qui propose un projet de concurrence moderne, achète des camions, emploie des gens, fait de la prospection sur le marché, a une stratégie de prix 30% moins cher que les prix pratiqués sur le marché. Et tout d'un coup, en 6 mois, tout ça tombe à l'eau, avec des pertes de centaines de millions de dollars. Azambuja quitte Coca en 97, mais ne trouve pas de travail, victime selon lui des basses manœuvres qu'il a menées pour son ancien employeur. Il lui intente alors un procès auprès de la Cour de justice du travail pour obtenir réparation du préjudice moral et professionnel. Pepsi trouve enfin l'occasion rêvée de se venger de Coca et dépose une plainte auprès du secrétariat du droit économique. Mais tout doit se passer dans l'hypocrisie habituelle. Quand il s'agit de leur linge sale, les géants du cola n'aiment rien tant que manier la langue de bois. Notre objectif, c'est seulement que la vérité soit faite, rien que cela. Nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé, si cette déclaration de l'ancien employé de Coca-Cola est vraie ou pas. Et nous voulons que les autorités brésiliennes constituées prennent les mesures qui sont adéquates en fonction de la législation en vigueur. En fonction de ça, on ne doit pas parler des pertes financières qui auraient eu lieu ou pas du fait de cette situation. Le procès à Azambuja Coca-Cola n'est pas terminé. Les deux parties ont fait appel. Un aveu cependant, annexé au procès intenté, les cassettes d'enregistrement des réunions de Pepsi ont été reconnues comme authentiques par la direction de Coca elle-même, qui a toutefois assuré ne jamais les avoir utilisées. Azambuja, l'ancien cadre ambitieux, est sûr d'une seule chose. Il n'a plus d'avenir sur le marché des soft drinks. Comme j'avais participé à ces affaires, je suis devenu persona non grata dans les autres entreprises de soda. D'autant plus que la compagnie qui domine le marché, c'est Coca. Le fait de les avoir poursuivis en justice a fait que le marché m'a complètement fermé ses portes. En plus des autres choses qui arrivent aux gens qui perdent leur pouvoir, comme des amis qui te lâchent, le crédit bloqué, enfin, tous les problèmes qui se posent. Mais tout cela ne me dérange plus. Ça ne me dérange plus. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing. Sing with me. Perfect harmony. Perfect harmony. I'd like to buy the world a Coke and keep it company. Les dommages collatéraux de la guerre n'ont jamais empêché Coca de s'ériger en messager de la paix. Dès 1971, Coca réplique à la Pepsi Generation avec l'un des spots les plus célèbres de l'histoire de la télévision américaine. Coca ne vend plus un soda, mais un élixir de paix et de jouvence. Surtout, Coca est global avant l'heure. Et quand il faut barrer la route aux concurrents, la Coca-colonisation s'embarrasse de méthodes moins idéalistes. En Afrique du Sud, le clou de la guerre, c'est quand on les a rejetés vers la mer à Cape Town. Et Pepsi a finalement été éjecté du pays. En Australie, on les a confinés dans une petite zone à l'ouest. C'était la guerre. J'ai rencontré récemment quelqu'un et on parlait de ce que l'on avait fait. Il m'a dit « J'ai travaillé pour Pepsi pendant 1 année. » Et c'était incroyable. On allait à la guerre tous les jours. C'est vrai, c'était vraiment une guerre. Sur le sanctuaire américain, la guerre atteint son pic dans les années 70. Pepsi innove, lance un soda light, continue la guerre des prix. Et Coca craint de plus en plus son concurrent.
Un signe révélateur, les cadres d'Atlanta citent désormais nommément le nom Pepsi, longtemps appelé avec condescendance dit imitator, l'imitateur. Ce qui a vraiment énervé Coca à la fin des années 70, c'est quand Pepsi a lancé quelque chose qui s'appelait le Pepsi Challenge. Ils ont commencé à le faire au Texas où la situation de Pepsi était désespérée. Coca et Dr Pepper littéralement tuaient Pepsi, qui n'avait pratiquement aucun marché. Dans toute l'Amérique, les gens relèvent le défi Pepsi. Dans le Vermont, écoutez ce qu'ils disent. Le Pepsi Challenge, un test à l'aveugle pratiqué dans des milliers de supermarchés et un coup de tonnerre dans le conflit. Au début des années 80, les parts de marché de Pepsi atteignent 20% et les deux multinationales dépensent des milliards de dollars en budget publicitaire. Quand Coca a organisé les tests à l'aveugle dans les bureaux du siège, ils ont constaté que les gens préféraient le goût du Pepsi dans un peu plus de la moitié des cas. Même les employés de Coca, au sein même de leur bureau. Et ils étaient horrifiés. Oh mon Dieu, c'est impossible. Alors ils ont commencé à travailler sur une nouvelle formule qui battrait Pepsi. Ça leur a pris des années. Et ils ont finalement sorti une nouvelle formule pour le Coca-Cola en 1985. Et ce fut un désastre. With all the ballyhoo it could muster, Coke took the big plunge. It announced a new formula. Le meilleur soda, Coca-Cola, va devenir encore meilleur. A few blocks away, Pepsi held a victory party. Pepsi still ranks second to Coke overall, but it has pulled ahead in supermarkets. And it's trying to put Coke's announcement in the worst possible light. In addition to staging this demonstration, Pepsi is giving its employees the day off on Friday to celebrate. Pepsi says by today's action, Coke has admitted that it's not the real thing. Des gens ont écrit des lettres incroyables à Coca-Cola. Je ne serais pas plus bouleversé si l'on m'apprenait que Dieu n'existe pas ou si l'on venait brûler le drapeau américain qui flotte dans mon jardin. C'était aussi sérieux que ça pour les gens. C'est incroyable qu'aux États-Unis, les gens aient été victimes d'une dépression nerveuse collective pendant les 3 mois de l'été 85. Tout le monde était devenu fou. Ça dominait même les informations mondiales. Des consommateurs souvent désemparés, voire offensés. La nouvelle formule est un tel bide que Coca réintroduit au bout de 3 mois son cola historique, désormais appelé classique. Ironiquement, la même boisson qui perdait des parts de marché au profit de Pepsi depuis 20 ans a recommencé à gagner du terrain. Ça a rappelé aux gens la place que Coca pouvait tenir dans leur cœur et dans leurs âmes. Des gens ont même pensé que tout cela avait été fait à dessein, que la compagnie avait organisé un canular, que c'était un stratagème marketing. Mais ce n'était pas un stratagème. C'était l'erreur la plus stupide que Coca-Cola ait jamais faite. Un échec dont Coca va se remettre avec brio. Et en 1986, un an après la mort de Robert Woodruff, la firme d'Atlanta peut fêter dignement son 100e anniversaire. Si Coca se concentre uniquement sur le métier des boissons, Pepsi se diversifie et devient un groupe agroalimentaire. Chips, chaîne de fast-food. Des stratégies divergentes qui n'empêchent pas les frères ennemis de continuer à se battre sur le marché américain. Le nouveau champ de bataille des deux insatiables géants, les écoles. Un exemple, la ville de Findlay dans l'Ohio, où les deux sociétés se sont battues à coups de dollars pour être le distributeur exclusif de boissons. Ce bâtiment entier a été construit avec l'argent de Coca-Cola. Nous avons 22 classes de sport au lycée de Findlay, plus des cours d'éducation physique comme celles qui se déroulent actuellement, et nous n'avons pas assez de place pour tous les loger. Ce gymnase a coûté 750 000 $. Pas seulement dans ce bâtiment, mais aussi dans les 13 ou 14 autres qui composent le lycée de Findlay, les boissons que nous distribuons sont exclusivement fournies par Coca-Cola. La plupart des grandes écoles ont ce genre de contrat, parce que Coca et Pepsi sont particulièrement intéressés par les lycées où ils peuvent vendre beaucoup de leurs boissons. Mais ça s'étend aussi aux écoles élémentaires pour des sommes moins importantes. Un accord fructueux pour le lycée de l'Ohio. Au total, 30 à 40 000 € par an sur 15 ans.
En contrepartie, une surenchère dangereuse qui bouleverse les habitudes alimentaires. Depuis quelques années, les enfants américains boivent 2 fois plus de soda que de lait. Nous devons toujours chercher des solutions financières alternatives. Nous n'avons pas localement les ressources financières nécessaires. Ou alors nous devrions demander à la collectivité d'augmenter les impôts pour réaliser ce que nous voulons faire. Ça s'est vraiment joué entre 3 sociétés. Pepsi et 7-Up étaient impliqués aussi. Mais pour être franc, on a choisi celle qui nous donnait le plus de dollars. Et pas seulement pour la somme de départ, mais aussi ce qui nous rapporte le plus, sur une base annuelle. Nos ventes n'ont pas du tout augmenté par rapport aux années précédentes. C'est toujours à peu près le même volume. Nous ne consommons pas plus, mais le logo est là. Et en parlant avec les gens de Coca, ils ont indiqué que c'était le plus important pour eux. Avoir la publicité, exposer le nom Coca-Cola aux élèves. Mais il suffit de traverser la route pour constater que la guerre des tranchées continue. Ici, vous avez les distributeurs Pepsi qui ont été installés dans la semaine qui a suivi la signature du contrat avec Coca-Cola. J'ai compris qu'ils avaient contacté le propriétaire de cette maison, devant laquelle les élèves ont l'habitude de se retrouver. Ils lui ont demandé l'autorisation d'installer des machines sur son terrain, juste à côté du trottoir. Les élèves peuvent venir ici et boire un Pepsi ou un autre soda à l'heure du déjeuner. Toujours plus fort. Après les écoles, le conflit s'étend aux villes. Par exemple, San Diego, Californie, où Pepsi a négocié en 1999 d'être le seul à pouvoir distribuer ses produits dans tous les endroits gérés par la municipalité. Un marché arraché à Coca, le monopole ou la raison d'être des 2 firmes. Depuis novembre 1999, la ville a un contrat exclusif de distribution de boissons avec Pepsi Cola. Ils ont le droit de mettre des distributeurs sur les terrains possédés par la ville. Tout ce que vous voyez en vert ici sont les parcs de la ville de San Diego. On a des machines Pepsi dans tous ces parcs. Là, il y a des distributeurs Pepsi tout le long des plages de San Diego, et dans le centre-ville et dans d'autres endroits, et dans les bureaux des agents municipaux. Tous ces immeubles ont des machines Pepsi. Avec le contrat Pepsi, nous sommes passés d'un revenu de 0 à environ 15 millions de dollars sur 12 ans. En tout, nous avons un revenu garanti d'au moins 250 000 dollars par an. Nous sommes ici sur Mission Bay, qui, comme vous pouvez le constater, est une zone de loisirs très importante, ce qui explique que Pepsi était très intéressé par cet endroit. On a vraiment cherché des emplacements de loisirs, des endroits où vous pouvez faire du ski nautique, nager, ce genre d'activités. C'est super pour Pepsi d'avoir ses distributeurs tous les 500 mètres. J'imagine qu'il y a une 50aine de distributeurs ici. Comme à Findlay, des voix s'élèvent toutefois pour dénoncer la commercialisation à outrance de l'espace public, sans parler des risques de dépendance financière que ce genre de contrat pose à plus long terme. À l'origine, on a été approché par une des 2 compagnies, Coca-Cola en fait. Il y a une tendance à travers le pays tout entier, au sein des villes, des écoles, des universités, à concentrer ses ventes de boissons avec un fournisseur exclusif. Et Pepsi était la meilleure affaire pour la ville. Mais ce sont 2 grosses sociétés qui marchent très bien. Et elles font très bien ce qu'elles ont à faire. C'est tout ce que je peux dire. Coca et Pepsi poursuivent leur visée hégémonique. La conquête du monde est plus nécessaire que jamais car aux États-Unis, le marché du cola sature et la guerre se déplace vers de nouveaux territoires. Les boissons dites énergisantes, un marché dominé par Pepsi avec sa marque Gatorade. Et surtout, l'eau en bouteille. L'eau, le nouvel enjeu d'une guerre commerciale à échelle planétaire. Il faut attirer les jeunes consommateurs et l'heure est à la surenchère permanente.
La bataille de l'image redouble et les deux marques s'achètent à prix d'or les nouveaux héros. Pepsi mise sur les stars, Michael Jackson ou Cindy Crawford, et envoie à la planète un message urbain et jeune. Coca réplique en colonisant l'univers du sport et s'empare des mythes populaires fédérateurs, comme celui de Pelé au Brésil. Des stratégies totalisantes pour une même ambition, que ce qu'on boive sur la planète Terre, cola, jus de fruits ou eau en bouteille, sortent des usines Coca-Cola ou Pepsi-Cola. On ne doit jamais oublier que l'on vend de l'eau colorée, aromatisée, carbonatée. Et de ce point de vue, ça n'aurait jamais dû être un succès. Mais si on regarde cela comme vendre un concept, c'était ça le secret. C'est toujours assez inexplicable comment ce phénomène s'est développé. Comment, en un peu plus de 100 ans, ce produit a pris tellement de sens pour les gens. Ça demeure un mystère pour moi. C'est bizarre. Guerre de position, formidable machine de propagande, guerre de l'ombre, mondialisation impitoyable. Coca contre Pepsi. Une lutte entre deux marques qui, en 100 ans, sont devenues l'une et l'autre l'incarnation de l'esprit de l'Amérique, le symbole de son emprise sur nos modes de vie et de consommation. Une réussite inouïe et troublante qui mêle cynisme, héroïsme et fascination. Une histoire américaine, née dans le Sud, sur les ruines de la guerre de sécession.